Ou tu peux nous épingler. Alors, d'abord, il faut nous épingler, et après, tu fais recording in progress. C'est bon, on est épinglé, chouchou. Ah, c'est vrai? Ah, c'est tout. Ok, génial. Et ben, du coup, bienvenue à tout le monde sur ce webinaire où on a la chance, le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierre Coucourde, ex-directeur de la Fondation Clairbois à Genève. Et puis, ben, Pierre, il est là pour nous parler de son expérience qu'il a vécue avec nous de révision du projet institutionnel, donc les grandes intentions de l'organisation qui a été fait avec un certain nombre de personnes. Donc déjà, bah, grand merci à toi d'être avec nous. C'est vraiment très sympa Merci, et merci à vous. très apprécié. Alors, ben, Pierre, dis-nous un petit peu qui tu es. Et puis, si tu voulais nous parler aussi un tout petit peu de Clairbois à l'époque, quand tu étais directeur de cette fondation. Bien sûr. Alors, moi, j'ai une formation de politologue faite à Genève. J'ai travaillé successivement dans le domaine des ressources humaines dans des grandes entreprises, mais très vite dans des organisations plutôt de nature sociale, plus spécifiquement dans le domaine du handicap, ce qui m'a aussi donné l'occasion de faire de l'enseignement à l'Université de Genève, mais aussi d'accompagner des projets en tant que consultant, ce qui est la chose que je suis en train de refaire maintenant. Donc, je suis indépendant et je travaille sur des accompagnements d'organisations sociales dans le domaine du handicap essentiellement, mais aussi du vieillissement. Ok. Et Et puis, donc, ouais, vas-y. non, vas-y, Pardon. vas-y. Ben, comme tu disais, la Fondation Clairbois, ben, c'est une fondation qui est justement à vue, à vue de, voilà, d'accompagner des personnes qui ont des handicaps, polyhandicap, handicap lourd. Et c'est une assez grande institution sur Genève au niveau du social. Voilà, exactement. C'est une organisation qui comprend à peu près 600 collaborateurs, qui accompagne grosso modo 350 personnes en situation de handicap. La caractéristique, c'est qu'elle s'occupe de personnes qui ont des handicaps multiples plutôt profonds, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est une organisation qui est assez complexe, puis j'en dirai quelques mots précisément pour comprendre pourquoi on a fait appel à vous et pourquoi on a développé cette approche avec vous. Bah, c'est que c'est une organisation qui a maintenant 50 ans, qui à l'époque en avait 46, 47, quelque chose comme ça, et qui nécessitait de revoir un petit peu ses fondements dans la mesure où c'est une organisation qui a comme cœur de métier l'accompagnement d'enfants, d'ados et d'adultes en situation de polyhandicap, donc des handicaps multiples sévères, mais aussi qui a deux autres vocations qui sont celles de l'emploi de personnes en situation de handicap et de formation professionnelle. Puis ça donne quelque chose d'assez complexe. À cela s'ajoute le fait que c'est multisite, donc il y a plusieurs lieux éparpillés dans le canton de Genève qui accompagnent soit des tout-petits, soit des ados, soit des adultes. Et donc ça rend le management et tous les fondements philosophiques assez complexes à partager. Et à un moment, on avait fait un plan stratégique en 2014 pour une dizaine d'années qui était prévu jusqu'en 2025. Et l'idée dès 2022-23, c'était de revoir tout ça à la lumière aussi du Covid, qui a été une grosse claque pour toutes les organisations qui travaillaient dans le domaine du handicap, particulièrement Clairbois, puisque c'est une organisation qui accueille à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a des personnes qui dorment sur place, qui vivent sur place, c'est leur lieu de vie. Voilà, pour ce qui est du cadre et du périmètre sur lequel on a travaillé. Alors, j'enchaîne. Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à vous? C'est parce qu'on cherchait à faire en sorte de revisiter notre raison d'être, nos missions, nos valeurs, aussi les modalités de collaboration entre nous. Mais on cherchait un outil qui soit le plus ouvert possible, qui permette aussi une consultation la plus grande possible, avec un cœur de collaborateurs d'environ une soixantaine de personnes qui constituent, on va dire, l'encadrement de l'organisation qu'on voulait consulter, avec Mhm, lesquels on voulait travailler. Sauf que dans une organisation qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des plannings un peu de fou, mobiliser tout le monde sur des temps longs pour réfléchir ensemble, c'est compliqué. Donc il nous fallait un outil qui nous permette en fait
d'extraire la substantifique moelle de chacun. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés Ouais. avec Joy et Yvan. On a démarré, je crois que je vous ai appelé parce que quelqu'un de Fides, qui est une fondation à Genève qui met ensemble un petit peu le secteur social, m'avait parlé de vous. J'avais regardé votre documentation et je m'étais dit, tiens, il me semble très intéressant ce type d'approche. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Le mandat, c'était de nous aider justement sur la base de documents qui existaient déjà, qu'on avait déjà travaillé en interne, qui étaient assez avancés, mais qui finalement n'avaient pas été vérifiés comme ça de façon large, de pouvoir, euh, de pouvoir travailler sur ces textes et puis de les élaborer, de les faire avancer, de les faire évoluer. Ce qu'on a fini par faire. Absolument. Yvan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce stade? Bah, peut-être, oui, avant de rentrer dans quoi, comment on s'y est pris par la suite, il y avait les enjeux un petit peu déjà de capter les besoins de Pierre, le contexte un petit peu particulier et comment on s'est ajusté avec ça. Et du coup, bah, on avait présenté à Pierre ce que nous, on appelle un cadre intentionnel, dans lequel on retrouve une ou plusieurs missions, une raison d'être, des valeurs et des principes de choses qu'on veut communiquer au monde ou qu'on propose au monde, euh, potentiellement des ambitions qu'on pourrait avoir, une vision du monde idéal. Bref, on lui a présenté un petit peu différents types de textes qui pourraient être reliés un petit peu aux besoins à la demande de Pierre. Et aussi des éléments qui étaient plus internes sur des valeurs et des principes de fonctionnement au sein de l'institution. Et du coup, bah, on a sélectionné un petit peu les différents textes à produire qui feraient sens par rapport aux besoins de Pierre. Et puis j'ai souvenir, au tout début, sauf erreur, la démarche devait se faire plutôt avec le comité de direction élargi et qu'on était plutôt sur du 12-15 personnes, quelque chose comme ça. Ouais. Et que ça, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu challengé, genre, ah oui, mais vous êtes plutôt 600, voire plus collaborateurs. Est-ce qu'il y aurait moyen d'élargir un petit peu pour plus impliquer? Et puis, bah, du coup, Pierre s'était positionné, quoi. Pierre et puis le comité de direction, j'imagine, s'était positionné pour élargir la démarche et on était avec plus de 50 personnes à impliquer dans la démarche. Après, on reviendra peut-être sur le comment on les a impliqués, comment on a impliqué, on a joué à deux niveaux différents. Euh, et puis oui, puis il y avait l'enjeu de capter aussi l'existant. C'est vrai que, comme disait Pierre, ben, il y avait déjà des textes qui étaient un petit peu préparés, qui n'étaient pas forcément mis en forme dans notre grille de lecture des missions, raisons d'être, valeurs et principes, d'organisation, valeurs et principes de fonctionnement interne. Donc moi, je sais que j'ai eu un petit travail de préparatoire pour mettre les choses dans des cases, comme moi je l'aurais fait, puis de le présenter à Pierre pour vérifier, OK, est-ce que ça ressemble à peu près à l'idée que vous vous faisiez, quoi, qu'il y avait dans vos textes. Voilà, puis on avait un petit point d'appui, on partait pas de zéro, on avait une base, mais après, dans la démarche, on pouvait aller la challenger, la faire évoluer pour faire que ça devienne vraiment quelque chose de commun, porté par les différentes parties prenantes impliquées dans cette démarche. J'ai dit. Et, et ben, du coup, allons dans le cœur de cette démarche. Comment on s'y est pris pour cheminer vers ça? Ça a été quoi les grandes étapes, du coup, de ton point de vue, Pierre? C'était quoi les grandes étapes? Bon, d'abord, il y a effectivement le fait que vous vous êtes adapté à ce qui existait déjà. Puis ça, je pense que c'était un point de départ important. Ce qui est intéressant, et puis on le voit bien dans l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est que ça a été une sorte de va-et-vient entre nous. Nous, on avait un certain nombre de choses qui existaient, des textes, des choses qui avaient été travaillées à 5, 6, 7, 10, une quinzaine au max pour certains textes. Vous arriviez en fait avec le challenge qui était attendu de vous, c'est-à-dire de dire oui, mais est-ce que vous avez pensé à tout? Est-ce que vous avez consulté suffisamment? Est-ce que il n'y a pas moyen de le faire de façon un peu plus large? Puis surtout, vous êtes arrivé avec des outils, donc ça s'est fait un peu séquentiellement. On a démarré sur des textes, on a démarré sur une discussion relativement restreinte avec l'équipe de direction, qui était constituée un peu élargie d'une dizaine de personnes. Et puis assez vite, on est arrivé à la proposition que vous avez faite de faire une consultation avec les outils qui sont les vôtres, donc avec des outils qui permettent en fait d'affiner un petit peu les préférences de chacun, puis de voir s'il y a une forme
d'agrégation des opinions plutôt positives sur un certain nombre d'items sur ces textes qu'on avait travaillés. Et donc ça a été un apprentissage de notre côté au niveau institutionnel, qui était celui de travailler sur une méthode qui était la vôtre. Et en même temps, ça nous a permis d'enrichir et de progresser assez fortement, parce qu'on est parti de textes qui faisaient, je sais pas, une page et demie, deux pages, qui était un peu l'essentiel, le cœur. Et puis, le fait d'avoir cet outil à disposition, puis de se rendre compte, en fait, que cette consultation, alors maintenant, le terme, vous allez me le redonner, parce que je sais que c'est résonance majoritaire, c'est ça? Est-ce que c'est juste? C'est résonance majoritaire. C'est ça. Cette approche par résonance majoritaire, elle nous a permis à nous, en fait, d'aller chercher beaucoup plus de choses au sein des équipes, parce que du coup, on pouvait consulter plus de personnes. On pouvait les consulter dans des secteurs de l'organisation qui étaient peut-être moins visibles, parce que le gros du dispositif, ça reste quand même l'accompagnement des personnes polyhandicapées, on va dire enfants, ados, adultes, mais il y a toute la question de la formation professionnelle et de l'emploi où les personnes étaient peut-être moins sollicitées, consultées, etc. Et là, en fait, elles ont pu s'exprimer. Ça a d'ailleurs fait sortir un certain nombre de débats internes qu'on avait sur comment on positionnait ce type d'activité. Et ça, c'est grâce en fait à la consultation et à l'outil de consultation que vous avez développé et mis en place et qu'on a travaillé pour le coup avec une cinquantaine de personnes qui ont été à, je crois, trois reprises consultées séquentiellement, en tout cas deux, Mhm. pour, ouais, deux, pour vérifier en fait qu'on allait dans la bonne direction. Et alors, je ne sais pas si vous allez montrer comment ça fonctionne, mais en tout cas, ce qui est très impressionnant de mon point de vue en tant que patron, en guillemets, d'une organisation de cette taille, c'est qu'on arrive à faire ressortir un certain nombre de choses vraiment essentielles qui ne ressortiraient pas si on avait même des méthodes de consultation un peu différentes ou plus classiques, où on met tout le monde dans une pièce et on fait des espèces de grands raouts qui souvent ne sont pas très utiles, quoi. Yes, merci. Et puis du coup, après cette étape de la consultation, on imagine bien qu'il a fallu à un moment donné valider ces textes. Et ça, du coup, Bah, c'était l'option dictatoriale, évidemment. Non, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je crois qu'on peut le dire, il y a eu une progression qui fait qu'à un certain moment, il y avait deux items qui étaient un peu orange, on va dire, sur un continuum vert, orange, rouge. Il y avait deux choses qui peut-être nécessitaient un arbitrage, mais pour le reste, on avait un consensus assez fort sur la plupart des textes. Parce que précisément, on a pris le temps de le faire en consultant de façon assez large. Donc finalement, la finalité de tout ça, ça a été la production d'un texte qui suscitait une très très grande adhésion. Je crois qu'il y avait deux éléments sur lesquels il a fallu faire un arbitrage spécifique, mais qui étaient plutôt en lien avec la mission de base et qui nous a pas posé plus de problèmes que ça finalement. Et ça a permis de produire ces nouveaux textes qui ont été mis en ligne et développés par la suite. ouais. Et en fait, c'était pas que dictatorial parce que l'ensemble du texte a quand même été Une validé par blague. l'ensemble. Ouais. Alors, ça a été validé par la direction, mais par l'ensemble des membres de la direction, en décision par consentement. Et bah, c'était une assez grande partie du processus, finalement, parce qu'on a encore profité à ce moment-là de faire des itérations, on appelle ça des boucles de consentement pour les avertis. Effectivement, là, on a fait aussi plusieurs passages pour pouvoir finalement arriver à tout ça. Super, merci. Yvan, est-ce que tu voudrais repasser dessus pour dire clac, 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 dans quel sens, dans quel ordre se sont faites les choses précisément? Ouais, euh, ça marche. En tout cas, amener de la précision sur certains éléments que Pierre a déjà mentionnés. Voilà, donc on trouve intéressant dans ces webinaires, c'est aussi d'avoir la parole de Pierre qui est partie prenante de la démarche et puis qui est moins sur la technique potentiellement que nous on utilise pour la mener. Et du coup, nous, suite aux échanges qu'on a eus avec Pierre pour préparer la démarche, on a eu une première intervention auprès de l'équipe pour informer sur la démarche, informer qu'il y a une cinquantaine de personnes qui vont être consultées et consultées uniquement, que la décision finale se ferait au niveau du comité de direction et que ça prendrait un certain temps, qu'on avait imaginé un petit peu un planning prévisionnel, mais qu'on n'était pas sûr que ça allait fonctionner ou pas. Donc il y a un petit peu d'incertitude sur le temps que peuvent prendre certaines étapes. Donc on les a informés un petit peu de tout ça, on leur a présenté les différents textes à produire et le fait qu'en fait on leur demande
d'être force de proposition sur ces textes. Donc il y avait les textes que je vous citais juste avant, que j'avais présentés à Pierre pour vérifier si c'était une base correcte par rapport à ce qui existait. Et puis ben, chacun, chacune pouvait nous faire des propositions de variantes de texte avec des nouvelles phrases, quoi, des phrases complètement nouvelles sur la manière de le formuler, avec des phrases où il y a des variantes, des fois pour un petit mot, une petite virgule. Donc il y avait moyen de chipoter un petit peu sur les détails. Euh, donc voilà, on leur a donné ces consignes-là, le fait qu'ils auraient environ 2 semaines pour nous faire des propositions, qu'ils nous envoient à nous, quoi, à nous, moi et Joy, et puis que par la suite, on aurait une séance pour présenter toutes ces propositions, pour qu'ils puissent poser des questions, éventuellement faire des propositions complémentaires, et suite de quoi, il y aurait un système de vote où ils pourraient voter sur chacune des propositions indépendamment les unes des autres pour donner leur avis sur celles qu'ils trouvent qui sont excellentes, très bien, bien, passables, insuffisants et non souhaitables. Donc c'est ce que disait Pierre juste avant avec le côté plutôt vert, excellent, très bien, bien, jaune, passable, orange, insuffisant et rouge, non souhaitable. Du coup, voilà, on fait cette séance d'information avec eux en ligne, on l'a filmé pour mettre à disposition des personnes absentes, parce que tout le monde n'a pas pu venir sur cette petite séance. Et puis on leur a fait tester le système de vote juste pour qu'ils se familiarisent avec ça, parce que par la suite, ils seraient amenés à le faire en autonomie. Donc on a trouvé un petit prétexte, hop, chacun a voté, et puis voilà. Donc je pense que ça avait dû nous prendre quelque chose comme 1 heure environ. Suite de quoi, bah, nous on a capté ces propositions. Moi j'ai eu pas mal de boulot pour des fois rappeler les personnes, parce qu'elles faisaient des propositions qui ressemblaient fortement à d'autres, ou qui n'étaient pas précises, ou pas suffisamment découpées. Bref, j'ai dû de temps en temps recontacter les personnes pour demander, OK, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Est-ce que si je le reformule comme ça le fait? Est-ce que si je le découpe là, ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a proposé ça? Est-ce qu'on peut simplifier pour éviter d'avoir trop de propositions? Parce que je ne vous cache pas qu'on a dû arriver avec un endroit où on devait avoir entre 80 et 100 propositions différentes avant d'avoir la séance collective pour présenter ses propositions, répondre aux questions et en capter des nouvelles. Donc il y avait un petit enjeu de à la fois capter suffisamment de propositions qu'on ne force pas les gens à avoir d'autres formulations qui leur conviennent pas, donc qu'ils puissent vraiment assumer de porter une proposition. On s'assurait d'avoir les noms des personnes. Donc nous, on avait les noms des personnes qui portent les propositions alors que les participants, eux, ne le savaient pas. Donc elles étaient anonymisées pour le vote. Euh, et on a eu cette séance, donc une séance, je pense, qui a dû durer 2, 3 heures avec les 50 collaborateurs, collaboratrices. Ouais, c'est 3 heures. 3 heures, ouais, qui était assez intense parce que on devait passer l'équivalent de, je pense, 12 pages de propositions. Donc on les a fait un peu par sujet, par thématique. OK, là-dessus c'est bon. D'autres questions, d'autres propositions. Tac, on passe au suivant. Voilà, c'était assez intense, mais on a réussi à bien faire, à bien tout tourner. Suite de quoi, ils ont eu 2 semaines pour voter. Il y a eu des petites relances à faire. On a eu Pierre qui a aussi joué un petit peu de son influence en invitant les collaboratrices à bien participer. Donc on a eu un super taux. Je ne sais plus combien on avait, mais on devait être dans du 70-80 en tout cas, quelque chose comme ça. Donc hyper cool. Quoi d'autre? Bah, par la suite, suite à cette consultation, on a envoyé les résultats de manière transparente. Ça avait été annoncé aux 50 personnes consultées. Donc ils avaient les résultats qui serviraient de base pour la suite de la démarche avec le comité de direction. Et puis le comité de direction, moi j'ai préparé en fait, j'ai consolidé sur la base des résultats, j'ai consolidé toutes les propositions pour qu'on puisse les traiter par thématique. J'ai préparé ce qui me semblait être pertinent comme base de texte au regard des votes. Donc ça, c'est moi qui ai fait un petit peu ce boulot, alors que ça aurait pu être Pierre ou quelqu'un d'autre. Donc j'ai été pas mal force de proposition, en sachant que c'était une proposition juste de base de ce qui me semblait correct sur l'interprétation des résultats. Et puis après, ben voilà, on a été un peu méthodique avec les collègues du comité de direction, thématique par thématique, on présentait les textes, chacune pouvait proposer de bonifier. On avait tous de la vigilance d'essayer de garder, de rester proche des textes, quoi, de ce qui avait été voté, et de pas dévoyer, voilà. Sauf qu'à certains endroits, ben, on avait les enjeux d'intégrer quand même plusieurs propositions en une seule. Du coup, ben voilà, on faisait nos arbitrages un petit peu à travers les processus à cet endroit-là pour arriver à quelque chose de bien. Donc ça nous a pris, je dirais, 4, 5 séances d'un peu plus de 2 heures avec le comité de direction. Donc voilà, c'était quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Et on a abouti sur quelque chose, quoi, on est parti, il y avait, après la consultation, je pense qu'on avait à peu près 30 pages de propositions qu'on devait
Quoi, 20 ou 30, je sais plus, hein, mais il y en avait beaucoup. Et on a re-abouti à quelque chose qui était de l'ordre de deux pages, 3 pages. Ouais, 3 pages de tout ça. Ouais. Voilà. Euh, et puis, suite de quoi, en fait, on a ressollicité les 50 personnes qui étaient consultées et on leur a demandé de revoter sur les textes. Donc, en redécoupant tout ce qu'on a fait avec le comité de direction en phrases séparées les unes des autres, ils ont pu donner un petit peu leur degré d'adhésion à ces phrases. Et on est arrivé à un taux d'adhésion, comme disait Pierre, qui était vraiment très important. Vraiment, c'était top. Malgré tout, on voit qu'il y a des endroits, bah, ça plaît pas à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose où tout le monde a pu prendre conscience de ça dans la démarche. Voilà, ça met en lumière les endroits où les personnes adhèrent ou où ça adhère pas. Là où c'est totalement consensuel, tout le monde est pour. Et des endroits où il y a des gens qui consentent ou des personnes qui sont contre certains sujets. Voilà, on a réussi à faire quelque chose qui était bien cool. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que c'est pas mal. Pas mal. Merci. Du coup, je reviens vers toi, Pierre. Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont pu, de ton point de vue, générer des inconforts ou des difficultés sur l'ensemble du processus de A à Z? Alors, je pense que ce qui m'a frappé, c'est la courbe d'apprentissage. C'est que dans un premier temps, la culture de Clairbois était une culture qui était quand même encore très hiérarchique, très pyramidale comme ça. Et puis une approche comme celle que vous proposez, de fait, elle, elle ouvre le jeu, quoi. Elle donne la possibilité à toute une série de personnes qui sont dans différents lieux de l'organisation de s'exprimer sur les fondements, ce qui est évidemment ce qu'on souhaitait. Mais évidemment, bah, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire les personnes qui sont dans l'encadrement intermédiaire, voire au comité de direction, se retrouvent à devoir accepter un certain nombre de choses qui sont dites. Et ça a généré du débat, ça a généré aussi de l'apprentissage. Je trouve qu'on l'a bien, au final, bien travaillé. Mais je me souviens de prises de position aussi, même au sein du comité de direction quand vous étiez là, où parfois il y avait une approche un peu trop brute de décoffrage pour imposer des positions, alors qu'en fait l'idée était de recevoir un maximum d'informations pour pouvoir en faire quelque chose qui était cohérent à l'échelle du tout. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. L'autre chose qui, rétrospectivement, je pense, a manqué un petit bout, euh, c'est la question de la gouvernance, c'est-à-dire du conseil de fondation et de comment on a impliqué ou pas, et là en l'occurrence très peu, le conseil de fondation de Clairbois. Si c'était à refaire, je pense qu'on les mettrait dans la boucle dès le départ, parce que c'est en fait un regard qui manquait dans les débats qu'on a pu avoir. Ok. Bah, merci pour ce partage. Et puis, bah, sinon, est-ce que tu es satisfait des résultats? Et puis, au-delà de l'apprentissage que tu as pu observer, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué de manière positive dans cette démarche? Alors, je suis désolé, mais j'ai mon écran qui a fait un truc bizarre, donc j'ai pas entendu la question. La question, c'était donc, est-ce qu'il y a eu des résultats ou des choses positives que tu as pu observer, des satisfactions lors de cette démarche à certains moments, au-delà du fait que tu as pu observer qu'il y a eu vraiment une acquisition de compétences sur les questions plus de participation au sein de Clairbois? Bon, il y a la question du process, elle est importante, et puis elle est de loin pas anodine, mais après, il y a évidemment la question du contenu. C'est-à-dire que la crainte qu'on pouvait avoir dans une organisation dispersée, complexe, juste après le Covid, c'était d'avoir une vision et un alignement sur les missions et sur les valeurs et sur les modalités de fonctionnement pas très alignés, on va dire. Enfin, il y avait cette crainte. Et en Mhm. fait, on s'est aperçu que à deux nuances près, on était quand même mm, plutôt bien, quoi. Et puis qu'il y avait un travail collectif qui était souhaité. Il y a eu un bon niveau de participation et d'adhésion. Yvan, tu me donnes trop de pouvoir. Moi, j'ai effectivement fait une ou deux relances pour faire en sorte que ça réponde, mais les gens, je crois qu'ils y sont allés assez volontiers, parce que dès le départ, on avait quelque chose comme 60 ou 65% de participation, puis après, on est monté plus haut parce que j'ai fait une relance ou deux, mais
les gens avaient envie aussi de donner leur avis et de participer. Et ça, je pense, c'est à la fois, alors il y a un bout culturel, il y a un bout qui est en lien avec les valeurs de l'organisation elle-même, mais il y a aussi un bout en lien avec la démarche. C'est-à-dire que c'est une démarche qui permet, tu l'as bien montré, Yvan, à plusieurs étapes, de donner son avis, avec des boucles de vérification nombreuses, en fait. Alors ça demande un temps, mais ça demande un temps qui est incomparablement plus petit que si on faisait ça à 50 dans une pièce, quoi. C'est aussi ça qu'il faut voir. Moi, un des enseignements aussi, c'est que la méthode permet de synthétiser et de travailler de façon très euh, un peu en entonnoir, comme ça, pour rapprocher les points de vue, en donnant à tout moment la possibilité de s'exprimer à la fois sur la démarche et sur le contenu. Et ça, j'ai trouvé vraiment très riche. Yes. Yes, merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des échos en fait de comment ce projet, ce document de projet institutionnel, il est pris ouais, comment ils le mettent en action aujourd'hui à Clairbois? Après, je sais que tu n'y es plus, mais est-ce que toi, tu as des retours par rapport à ça ou... Alors, ben, ce qui s'est passé aussi, et ça c'est peut-être aussi un enseignement, c'est qu'on a fait ça à un moment où moi je savais déjà que j'allais partir. Et du point de vue du timing, on aurait peut-être dû faire ça un peu avant. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas de recul sur comment le document a été utilisé. Et puis, il y a une ou deux personnes dans le comité de direction qui sont parties aussi Ok. dans la même période, notamment la personne qui était en responsable du plus gros pôle de la fondation, le pôle adulte, qui était aussi très porteuse de ça. Mhm, Donc, je pense que ce qui a été fait, c'est que ça a été réutilisé de façon assez importante en interne du point de vue des modalités de collaboration, du point de vue du travail sur les missions et ce genre de choses. Euh, Maintenant, évidemment, la nouvelle personne qui m'a succédé, bah, je pense que lui, il a envie de s'approprier les choses de façon aussi différente. Donc, vraisemblablement qu'il a aussi fait d'autres choses, mais je sais pas exactement, pour travailler aussi ces questions de mission, de vision et de valeur, dans un moment qui est particulier à Genève, qui est celui d'une pression assez forte du point de vue des finances sur les institutions. Donc il y a aussi un travail économique qui doit être fait, qui parfois vient aussi se télescoper avec des valeurs et des idéaux qu'on peut avoir. mhm, mhm. Yes. Merci. Oui, Yvan, vas-y. Ouais, je voulais juste deux choses qui pour moi aussi ont vraiment participé, une chose qui a vraiment participé là, au bon fonctionnement, c'était Pierre, la posture de Pierre en tant que directeur qui initie une démarche participative. Suivant l'attitude en fait de la personne qui nous mandate, ça peut faire une énorme différence. Ça crée aussi un contexte qui est vraiment favorable ou pas. Et là, je sais que c'était vraiment quelque chose qui était top, notamment sur les consultations, qu'à un moment, tu participais comme d'autres personnes pouvaient participer. Et ça se sentait que c'était, voilà, t'es partie prenante, mais comme les autres, pas au-dessus des autres. Et de la même manière, quand on faisait les boucles de consentement avec le conseil de direction, et ben à nouveau, ça se sentait vraiment que tu étais partie prenante de la décision. De temps en temps, il y avait des endroits où ben, tu repositionnais un petit peu des partis pris, mais c'était fait vraiment avec tact et à certains endroits un petit peu stratégiques et pas plus. Et que du coup, vraiment super qualité d'écoute et tout ça. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'est aussi cadeau d'avoir quelqu'un qui un petit peu incarne aussi, au-delà de la méthode, des outils un petit peu qu'on amène, qui incarne des postures qui vont avec vraiment de s'écouter, d'intégrer, de co-construire et tout ça. Donc ça faisait une énorme différence. Donc merci Pierre. Ça nous a permis de passer vraiment une super démarche avec toi. Et puis l'autre chose, c'est que j'avais juste envie de partager. Je disais qu'il y avait un haut niveau d'adhésion. Alors vous n'allez pas pouvoir voir les intitulés, juste un petit peu un ordre, une idée un petit peu du niveau d'adhésion. Donc ça, c'est les différentes phrases où il y a eu les votes. Donc on voit que tout est perçu très très bien. Là, on voit qu'il y a deux sujets où il y en a un où il commence à avoir un petit peu de rouge et puis un qui était un peu plus polarisé. Donc, je pense que ça fait partie des sujets que Pierre disait. Là-dessus, il y a eu plus d'arbitrage. Et sinon, là, à nouveau, plus adhésion quasiment idéale. Et puis, adhésion quasiment idéale. Et à la fin, quasiment idéale, avec un autre petit sujet un petit peu léger où ça questionnait. Voilà, c'était juste pour illustrer le côté niveau d'adhésion. Donc, c'était vraiment top. Et ça, je trouve, c'est pas facile pour nous en tant qu'intervenants.
en fait, le fait de vouloir vérifier la qualité de ce qu'on a produit ensemble après être passé par le comité de direction, ça aurait pu être confrontant. On aurait pu, on ne sait pas à l'avance si on a réussi à respecter, à faire quelque chose qui était vraiment dans l'esprit de ce qu'ont amené les 50 personnes consultées. Et là, le feedback, visiblement, montre que malgré que les 50 n'ont pas tous été partie prenante de la validation du texte final, le résultat est à la hauteur de ce qu'ils cherchaient et ça leur parle. Voilà. Et je trouve que c'est super chouette que ça puisse produire ça. J'ai dit. Yes, merci. Tu en as déjà parlé, Pierre, voilà, de cette prise de conscience, d'avoir cet outil qui permet d'avoir finement en fait les préférences d'un système là, de 60 personnes sur certains éléments. À part cette observation-là et cette prise de conscience-là, est-ce que toi, dans cette démarche, tu en as eu d'autres? Euh, si tu veux, moi je raisonne par comparaison, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans d'autres contextes, des grandes organisations, des multinationales, qui ont des flopées, des foultitudes d'outils divers et variés, mais qui, comme Yvan vient de le dire, peuvent se conclure assez rapidement par finalement c'est le boss qui décide. Euh, donc en fait, moi ce que j'ai trouvé un très bon enseignement, c'est que en l'occurrence, ça fonctionne de se mettre en retrait en tant que directeur général ou CEO, etc. Et c'est une bonne posture que celle de laisser les équipes avoir un espace d'expression structuré parce que ça permet en fait d'enrichir et de dynamiser l'organisation et de lui donner vraiment une dynamique très très différente. Euh, je dis ça parce qu'en fait, dans une organisation comme celle-là, alors à l'échelle de grands groupes, évidemment, ça paraît très petit, 500-600 collaborateurs, mais en l'occurrence, sur des sites différents, c'est des gens qui se rencontrent jamais, très peu. Et en l'occurrence, le fait d'avoir un espace réel à un ou deux moments où on était effectivement 50 ou 60 dans la pièce, mais aussi virtuel où en fait il y a des échanges sur les contenus, ça a donné aussi des liens inter-sites, inter-fonctions, avec une bien meilleure compréhension de ceux qui étaient... enfin, quand on est éducateur spécialisé ou enseignant spécialisé dans le domaine de la petite enfance, dans le handicap, les questions d'insertion professionnelle chez les adultes, c'est de la science-fiction, quoi. Donc, le fait que ces personnes-là puissent se rencontrer autour des objectifs communs, ça a été extrêmement vertueux. Et ça, je pense que c'est un des grands avantages de l'approche que vous proposez. Excellent. Merci. Yvan, tu voulais rajouter quelque chose, toi, Ouais, ou c'était... ce qui me fait penser qu'il y avait une particularité, c'est vrai que vu que vous avez plusieurs sites avec des pôles qui sont assez spécialisés, et que du coup, des fois, quand on intervient auprès des organisations, qu'on définit typiquement une ou plusieurs missions, c'est des missions qui sont un peu méta pour l'ensemble de l'organisation. Donc là, on l'a fait aussi, mais par contre, il y avait un enjeu aussi où il y a eu des missions qui étaient plutôt justement par pôle, et que voilà, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément d'habitude, mais qui a eu ouais, tout un boulot de précision sur ces différents angles pour soutenir les personnes qui bénéficient de vos services. Oui, il y a une dimension effectivement qui est importante pour ce type d'organisation et qui ressortait assez fortement, c'est les questions de culture professionnelle. Vous avez autant des infirmiers que des éducateurs, des enseignants, des professionnels, des services généraux, cuisine, lingerie et compagnie. Donc en fait, il y a une diversité de métiers où tout le monde travaille pour les personnes qu'on accompagne, certes, ok, mais quand on commence à discuter finement de ce qu'on fait, ben, il y a des écarts de compréhension et puis des postures professionnelles très fortes, hein, notamment chez les soignants qu'il faut réussir à résoudre. Et un outil comme le vôtre permet ça, en fait, parce que ça permet de dire, oui, mais attends, on va pas faire de niveau, il n'y a pas de hiérarchie, finalement. La personne qu'on accompagne, elle est au centre, et puis on travaille ensemble à cette mission et à ces objectifs. Parfait, merci beaucoup. Une petite dernière question. Est-ce que cette démarche t'a amené quelque chose à un niveau plus personnel? Bah, déjà, elle m'a permis de vous connaître, donc ça, c'est déjà vachement cool. J'allais Non, dire. c'est une boutade, mais même pas en fait. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai eu du plaisir déjà.
Donc, une méthode de travail sur du management qui donne du plaisir, c'est déjà sympa à la base. Et je pense que c'est lié à vous, mais c'est lié aussi à la méthode et à l'approche. Donc, autant l'un que l'autre. Euh, Ce que j'en ai tiré aussi au niveau personnel, c'est la confirmation de la conviction que j'avais avant, qu'on peut faire des choses en ouvrant un espace de dialogue assez grand au sein d'une organisation, même complexe, et qui a la possibilité, en travaillant de façon très respectueuse et ouverte, d'en tirer quelque chose de très positif. Donc moi, ça me conforte. Le management, ça peut être un truc sympa et intéressant Et partager. et partagé. Yes. Merci infiniment pour cette présentation. Je le glisse vite fait à cet endroit-là, à moins que Pierre t'ait envie de rajouter encore quelque chose qui n'aurait pas fait partie des questions. C'est bon pour toi. Avant qu'on parte sur vos questions, une petite info vite fait. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur toutes ces notions, je vous rappelle qu'on a le MOOC, la formation S'organiser ensemble, qui est accessible quasiment gratuitement à 35 francs pour accéder à toutes les vidéos et toute la documentation. On a aussi des formations en présentiel ou en ligne de 2 jours pour pratiquer ces trucs. C'est les processus qui permettent ce genre de choses. Et puis aussi notre grand parcours de facilitation. On a le neuvième qui démarre ce jeudi, n'est-ce pas, Nicoco? Et il nous reste une petite place si vous avez envie de venir compléter l'équipe. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis, eh bien, à vos questions. On commence par Anne-Catherine. Quelle est ta question? Oui, bonjour, merci pour cette présentation. C'était vraiment très pédagogique et passionnant. La question est, y a-t-il eu, donc la question à Pierre, est-ce qu'il y a eu donc des résistances au niveau de la mise en place du langage commun, de la distribution de la parole? Sachant que dans certaines organisations, il y a parfois des égos ou disons des volontés d'étaler un peu la parole. Comment est-ce que ça a été réceptionné? Et puis, une deuxième question, ce serait si vous aviez à réutiliser ce genre d'outils ou de faire appel, par exemple, à présence active, pourquoi le feriez-vous, par exemple, dans un prochain mandat? Merci beaucoup. Alors, merci pour les questions. La première, est-ce qu'il y a eu des résistances et des ajustements? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, notamment dans l'équipe de direction, on vient d'horizons très très différents les uns des autres. Et il y a eu une phase où Joy et Yvan ont très pédagogiquement mis en évidence les règles nécessaires pour une prise de parole équilibrée. Et ça s'est fait à la fois, surtout au niveau de l'équipe de direction, parce que la partie plus de consultation était une approche peut-être moins dynamique du point de vue de la présence, puisque ça s'est fait dans un espace où il y avait 50 ou 60 personnes dans la même pièce sur 3 heures. Mais en tout cas, bien sûr qu'il a fallu un ajustement. Quand vous arrivez avec votre culture, votre façon d'envisager le management, et puis qu'on vous dit, bon, bah, à partir de maintenant, là, on fait un tour de parole pour exprimer un certain nombre de choses, ensuite on fait un tour de parole pour avoir les questions, ensuite, voilà. Donc il y a cette ritualisation qui a été nécessaire, mais ça s'est vraiment très très bien passé. Et je pense que tout le monde en est ressorti grandi, parce qu'on a réutilisé après un certain nombre d'approches dans nos séances. Donc c'était plutôt positif. Puis la deuxième question, est-ce que si je réutilisais, pourquoi? Alors, peut-être dire qu'avec avec Présence Active, on a continué à travailler sur d'autres sujets. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais aussi un mandat de présidence d'une association fêtière. Donc, Yvan et Joy ont fait de la facilitation dans un contexte qui était proche de celui de Claire mais qui était plus sur les questions de formation professionnelle de personnes. Donc là, c'était un travail de facilitation un peu différent, mais qui a quand même permis de solliciter des outils proches de ceux dont on parle aujourd'hui. Et puis, même les mêmes, pour être clair. Et puis, alors, j'ambitionne plus à avoir la direction d'une grande organisation, donc je suis pas sûr que je referais
ce même type de démarche dans une organisation comparable. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute que je les solliciterai si j'ai besoin de réaliser une forme de synthèse d'opinions divergentes, potentiellement divergentes, dans un environnement complexe. Ce qu'on a fait avec INSOS et Lagoer, c'était ça, c'est-à-dire ces deux faîtières dans le domaine du handicap et de l'éducation spécialisée, où il fallait essayer de déterminer un certain nombre de priorités en matière de politique de promotion de la formation dans ces domaines-là. Et là aussi, Joy et Yvan ont utilisé ces outils avec beaucoup de succès. Merci. Du coup, j'ai vu Anne-Catherine faire comme ça, c'était tout bon. Yvan, est-ce que je voulais juste te demander si tu nous avais désépinglé ou pas. Oui, oui, j'ai désépinglé. Je voulais juste rajouter un tout petit truc sur les prises de parole. Donc, je rejoins tout ce que tu disais, Pierre. Euh, à savoir que avec le groupe de 50, quand on a fait les consultations, bah, on pose ce qu'on fait régulièrement, un cadre collaboratif rapide, un cadre de sécurité. Bref, on définit un petit peu les attentes qu'on a envers les participants pour que ça se passe bien. Donc ça, on l'avait fait avec tout le monde. Et puis, on avait aussi bien défini, autant avec sur la consultation qu'avec le comité de direction, notre rôle au niveau de la facilitation, justement, c'est qu'on a un cadre, on a un processus, et nous, on tend quoi, à faire respecter vraiment ce cadre pour qu'on puisse avancer constructivement ensemble. Donc, on a aussi précisé un petit peu quel était notre rôle là-dedans, où c'est qu'on était cadrant et où on ne l'est pas, et que le contenu, il vous appartient, mais par contre, le processus, on le tient. Et du coup, effectivement, sur la première session, comme disait Pierre, la première session avec le comité de direction, bah, il y a dû avoir vraiment un apprentissage. Et je pense que les deux premières décisions par consentement ont dû nous occuper. Et puis après, on est rentré dans un rythme où les séances suivantes, voilà, c'est bon, c'était rodé. Quoi, chacun avait trouvé un petit peu ses marques sur comment on joue avec ça pour arriver à un contenu qui soit le plus satisfaisant possible pour les participants. J'ai dit. Merci. Du coup, Mexan, quelle est ta question? Oui. Ma question, enfin, j'essaie d'être un peu synthétique. Est-ce que vous étiez sur le cadre intentionnel seulement, ou est-ce que vous êtes allé jusqu'aux priorités collectives dans le processus? Et de la réponse que vous allez apporter à cette question, j'aurai une autre question. Alors, on était sur le cadre intentionnel et sur des modalités de collaboration au sein des équipes de management de l'organisation. On n'est pas rentré dans des aspects plus opérationnels ou de priorité par pôle. Ok. Et j'ai aussi une autre question. Est-ce que les propositions étaient ouvertes du coup? Où les collaborateurs pouvaient rajouter des propositions? Oui. Et si oui, est-ce que ça s'est fait à distance ou dans un temps collectif en présence? Alors les deux, c'est-à-dire que ça s'est fait d'une part dans le processus de consultation à distance, les personnes pouvaient rajouter des choses, faire des propositions alternatives, et c'est justement le travail qu'a fait Yvan ensuite, de rapprocher un certain nombre de propositions qui étaient proches les unes des autres pour essayer de vérifier si c'était vraiment fondamentalement différent ou s'il y avait des choses qui pouvaient se rapprocher. Et puis, notamment de la grande séance collective qu'on a eue, il y avait la possibilité de rajouter encore des éléments. D'ailleurs, ça a été le cas, hein. Il y a eu des choses qui ont été débattues dans le cadre limité de temps qu'on avait à disposition, et notamment sur les choses qui frottaient. Il y a eu des discussions même ouvertes au moment des propositions et des discussions des différentes propositions. Ok, merci. Merci beaucoup. Du coup, Bénédicte, quelle est ta question? Bonjour. Eh ben moi, j'aurais aimé juste mieux comprendre ce qu'est en fait ce qu'a été le cadre exact de ce que vous appelez l'intention. Est-ce que c'est la raison d'être? Est-ce que c'est aussi le plan stratégique à plusieurs années? Pour mieux comprendre un petit peu dans quel cadre vous l'avez utilisé. Et donc aussi pour nous aider à mieux comprendre comment on peut utiliser au mieux tous ces processus. Et puis, lié à cette question, bon, vous avez dit qu'il y a eu un super taux de participation, etc. Donc, ça a libéré la parole. Est-ce que, par la suite, si vous étiez resté ou votre successeur va utiliser cette ouverture de co-création collective vers d'autres horizons, sur d'autres aspects, ou bon, j'ai un petit peu répondu peut-être à la question d'avant, mais voilà, si on peut juste redire. Alors, sur le contenu, on était vraiment sur la question de la raison d'être de Clairbois, Oui, d'accord, c'est la raison d'être.
sur les différentes missions. C'est-à-dire quelles sont les missions qui sont reconnues collectivement comme étant les missions essentielles de Clairbois. Et c'était pas anodin parce qu'effectivement, comme je l'ai expliqué au début, il y avait une grande diversité, il y a toujours une grande diversité Mm. de missions, mais il fallait les ancrer dans quelque chose d'écrit et de confirmé. Et puis c'était aussi, je l'ai brièvement évoqué, les modalités de travail et de collaboration, de respect mutuel, de prise de parole, d'échange. Donc il y avait ces trois modalités. On n'était pas sur des orientations stratégiques à 5 ans. Cette partie-là, à la limite, on l'aurait certainement faite par la suite. Ce qui me permet de répondre à la deuxième partie de la Mm. question. Évidemment que dans une logique où si j'étais resté, on aurait poursuivi le travail justement précisément pour décliner ça en objectifs stratégiques et puis avec un horizon temps, une planification intentionnelle en tout cas. Ce qui n'a pas été fait. Je crois que mon successeur s'est emparé de ça et l'a retravaillé à sa manière. Est-ce qu'il a prolongé ce qu'on avait fait? Je suis pas en mesure de répondre. J'ai pas forcément suffisamment de liens en interne pour aller vérifier. Mais clairement, moi, je l'aurais fait. D'accord. Alors, juste pour clôturer, euh, est-ce qu'il y avait avant l'intervention déjà des problématiques liées à l'engagement ou bien à la difficulté de la motivation des collaborateurs ou pas? Et si oui, est-ce que ça a amélioré encore l'adhésion au projet? Alors, les questions de mobilisation, elles ont été assez fortement perturbées par la crise sanitaire qu'on a connue avec le Covid. Parce que, en fait, paradoxalement ou pas, la période Covid a été une période de mobilisation extrême. Je veux dire, j'ai eu des équipes qui étaient ultra mobilisées, qui étaient présentes, c'était pas du 24-24, mais enfin presque, avec des gens ultra mobilisés. Après, il y a eu une phase de décompensation où 2021-22, enfin surtout 22-23, ont été des moments très difficiles. Et en fait, ce travail collectif, il a servi finalement à rappeler pourquoi on était là et à Mhm. revenir à quelque chose d'un peu plus normal, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, nos missions, c'est ça, voilà pourquoi on est là, voilà notre raison d'être. Donc, la mobilisation, elle a toujours été là, mais il y a eu un sérieux coup de mou qui était plutôt juste avant. Et Mhm. cet outil nous a permis, en fait, de retravailler cette question et puis de remettre aussi du lien dans une Ouais. organisation qui, par nécessité au moment du Covid, s'est un peu refermée sur elle-même avec toutes les problématiques sanitaires que vous pouvez imaginer dans un endroit comme celui-là. C'est-à-dire les sites sont fermés au public, il n'y a plus de communication vers l'extérieur, les familles peuvent plus venir dans les différents lieux. Enfin bref, ça a été une période assez compliquée. Ok, merci beaucoup. Merci Bénédicte pour les questions. Il y a des petites questions dans le chat. Est-ce que vous voulez les poser en direct, s'il vous plaît? Il y aurait Chiara, je pense, qui se cache derrière Phil, Anouk aussi. Allez, Anouk. J'ai pas entendu du coup, Est-ce que... Tu m'as sollicité? Oui, oui, je t'invite à poser D'accord, la ok. question directement. Bonjour à tous, super, merci pour cette présentation, c'était super intéressant. Je me posais la question, est-ce que les représentants syndicaux ont été à un moment donné impliqués? Si oui, à quel moment? Et s'ils n'ont pas été impliqués, quelle a été leur attitude face à cette démarche? Parce que pour avoir vécu une démarche comme ça à l'échelle d'un institut de recherche, j'avais bien, au moment de poser le cadre, bien dit qu'il fallait donner une place aux syndicats professionnels et que ça allait poser problème si on ne le faisait pas de manière explicite et cadrée. Et on dit, oh oui, non, mais ça va être trop compliqué, on va laisser ça de côté. Et ça n'a pas été fait et ça aurait dû être fait. Et à la fin, ils ont quand même dit, bah oui, on aurait dû t'écouter. Donc, je Hum. voulais savoir comment vous aviez traité cette question. Alors, le contexte helvétique et le contexte genevois est très différent du contexte français. C'est-à-dire que la question de la place que prennent les syndicats dans les organisations est fondamentalement différente. Donc, il y a une représentation du personnel, comme on l'appelle, au sein de Clairbois, qui a été sollicitée au même titre que d'autres, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont des statuts divers et variés à l'intérieur de l'organisation, mais il n'y a pas de sollicitation spécifique du syndicat, puisque le syndicat est en dehors de l'organisation, il n'est pas partie prenante. Il se situe plutôt à un niveau fêtier.
où là, il va avoir un certain nombre de revendications sur le plan du fonctionnement des organisations pris au sens général. Donc en fait, non, pour répondre à la question de façon claire, la sollicitation du syndicat, c'est pas faite, mais elle n'aurait pas été du tout naturelle dans un contexte comme celui qui est le nôtre. Euh, Après, ça n'empêche pas une organisation comme Clairbois d'avoir des liens très, très réguliers avec les représentants syndicaux sur des problématiques, même en lien avec le fonctionnement de l'organisation. Merci beaucoup pour la question et la réponse. Est-ce que c'est bien toi, Kéra, qui est derrière le notebook? Oui, oui. Salut. Bonjour à tous et merci pour cette présentation qui est très intéressante. Moi, je me suis demandé si sur certaines thématiques, les familles étaient consultées ou les personnes elles-mêmes qui bénéficient de ces services avaient été consultées sur certaines thématiques ou peut-être des décisions sur des changements qui impacteraient à la fois les familles et les personnes. Voilà. C'est une excellente question et c'est un peu le point aveugle de la démarche, mais tel qu'on l'a pensé, hein. En fait, la question du polyhandicap pose la question de la participation des personnes à leur propre vie, parce que c'est des personnes qui communiquent très difficilement, ou pas. Et donc, les consulter, pour certaines c'est possible, pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, même si c'était une préoccupation de savoir comment est-ce qu'on allait recueillir leur avis, on les a pas embarqués dans cette aventure-là, plutôt pour des questions opérationnelles, parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. La question de la communication avec ces personnes, c'est de passer par de l'iconographie, par de la synthèse vocale, par toute une série de dispositifs de communication qui, d'une certaine manière, rendaient la consultation beaucoup plus compliquée. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé les différents travaux qu'on a fait au niveau de cette démarche dans les conseils de vie des différents lieux qui, eux, par contre, sont des espaces où il y a un dialogue entre les personnes, les habitants en situation de handicap et l'institution. Donc ça a permis de traiter d'un certain nombre de problématiques. S'agissant des familles, c'est un peu la même démarche. Les familles ont pas été invitées à participer sur le moment. En revanche, elles ont été sollicitées dans les différents conseils qui se réunissaient régulièrement, c'était mensuellement ou tous les 2 mois, avec les différents lieux pour vérifier un certain nombre de choses. Et ça a confirmé un certain nombre de débats qui étaient ceux de l'organisation elle-même, typiquement sur la question de l'emploi de personnes en situation de handicap ou la formation professionnelle de personnes avec des difficultés. Certaines familles considérant que ça faisait pas partie du périmètre de Clairbois et qu'il fallait se poser la question de savoir si c'était vraiment pertinent de garder ce type d'activité-là. Le même débat qu'on avait en fait en interne, donc il y avait une sorte de symétrie entre les deux. Super. Merci. Merci à toi, Kira. Et merci, Pierre, pour les réponses. Je vous propose qu'on en prenne une petite dernière, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps. Merci pour votre patience sur ce webinaire. Et j'en profite pour répondre vite fait à Anne-Catherine. J'ai fait des fouilles archéologiques dans mon agenda. A priori, l'entièreté de la démarche a pris à peu près une année. Donc, le premier rendez-vous avec Pierre et la dernière séance où on a checké en fait avec toute l'équipe le degré d'adhésion, tout ça a pris à peu près une année. À peu près, très exactement, c'était genre 31 mai au 31 mai, c'est assez étrange. Voilà. Et puis, pour la dernière question, Elisa, je t'invite à ouvrir ta caméra et à nous poser ta question. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question, vous aviez brièvement déjà commenté, mais sur l'engagement du CODIR, donc des membres au tout début. Donc, est-ce que c'était une initiative, une envie partagée par tous les membres du CODIR? Est-ce qu'il a fallu convaincre? Est-ce que vous êtes parti dans la démarche avec certains membres sceptiques qui ont été pris dans le processus et convaincu. Voilà, je me demandais s'il fallait d'abord vraiment convaincre le CODIR pour déjà garantir un espèce de succès, ou si c'est de le vivre qui a fait que vous avez embarqué
voilà, pour éviter que, comme vous le mentionniez un peu, que peut-être des gens disent oui, oui, puis qu'après il y ait des réticences à implémenter les décisions collectives. Bon, la culture de notre comité de direction était déjà une culture de partage assez grand, assez ouvert. Et on avait fait le constat nous-mêmes qu'il fallait retravailler certaines choses de notre projet puisque c'était en décalage, notamment après la période Covid. Donc c'est pour ça qu'on avait déjà entamé une rédaction qui était une rédaction déjà collective en fait. Là où ça coinçait, c'était que pour passer de cette étape-là à une étape beaucoup plus partagée à l'échelle, en tout cas de 50-60 personnes, qui représentent à peu près un cinquième du personnel fixe, donc c'était une proportion déjà importante. euh, il nous fallait un outil, il nous fallait en fait un passage à l'échelle. Mais je dirais que les réticences, elles étaient pas tellement sur la démarche, elles étaient peut-être plus sur les modalités, c'est-à-dire, ouais, mais attends, je vais quand même pas prendre l'avis des équipes parce qu'ils vont raconter n'importe quoi, en fait, c'est moi qui sais. Donc, ce genre d'approche-là, j'en ai eu quand même un petit peu, pas beaucoup, mais quand même un peu. Et puis après, il y a les sceptiques éternels. Enfin, dans une organisation, vous en avez toujours un ou deux qui, de toute façon, ne croient pas à ce que vous faites. Puis là, c'est un autre problème. Ok, merci. Faut le gérer différemment. Pour l'avoir vécu enfin, de façon très courte, ben, je trouve que ça soit transparent et de le vivre, ça convainc aussi un petit par Oui. l'expérience que ça marche, puis que les retours sont, sont souvent très sensés et nous font penser à des choses. Donc je me demandais voilà si vous aviez au fur et à mesure convaincu des sceptiques, mais oui. Non, l'effet d'entraînement s'est fait assez naturellement parce que, alors il y a toujours au début, chez certaines personnes, le fait que, ouais, bon, on nous consulte, ok. Mais en fait, assez rapidement, on s'est aperçu, enfin, les personnes se sont aperçues que finalement, leur point de vue était pris en compte, puis que ça Mhm. modifiait réellement les contenus des textes et que la démarche était vraiment un aller-retour, une boucle de rétroaction. Après, je pense que ma frustration à moi, mais ça c'est en lien avec ma décision de partir qui était déjà dans ma tête à ce moment-là, mais ma frustration c'est de ne pas avoir pu déployer vraiment très concrètement et puis de ne pas avoir pu voir un petit peu ce que ça transformait au niveau de l'organisation elle-même. Mauvais timing. Merci. Si je peux rebondir là-dessus, il y a vraiment un enjeu pour nous, c'est qu'effectivement, on vient avec des méthodologies qui sont un petit peu particulières, que quasiment personne connaît à part des personnes qui sont passionnées par ces sujets et qui explorent. Mais du coup, c'est pas grand monde. Et du coup, ben, il s'agit de réussir à faire adhérer les personnes à se lancer dans quelque chose, d'expérimenter quelque chose. Après, ben, nous, on essaye de mettre des points d'ancrage un petit peu pour rendre la démarche sérieuse, comme par exemple, post-consultation, bah, tous les résultats sont partagés de manière transparente. Avant qu'on ait décidé avec le comité de direction, suite au comité de direction, on a choisi de faire revérifier par les personnes. Et ça, c'est ce que nous, dans notre jargon, des fois, on appelle du verrouillage, de revérifier à la fin pour vérifier que ça a produit les changements souhaités et tout ça. Puis hein, voilà, ça rend la démarche solide. Ce qui fait que si à un moment on devait revenir avec une équipe sur des processus, bah, potentiellement on pourrait partir. Il y avait l'histoire d'impliquer des familles ou pas, hein, ou d'autres parties prenantes. Bah, j'aurais trouvé trop audacieux sans connaître les méthodologies et se les être appropriées déjà dans une démarche qui avait déjà un certain nombre de défis. Je trouve intéressant d'avoir une phase où en fait on se l'approprie pour nous. Et puis si c'est convaincant, peut-être qu'à la prochaine fois on réfléchit à le faire un petit peu différemment, qui permettrait d'intégrer telle ou telle partie prenante en plus. Comment, à quelle étape. Mais bref, quoi, il y a vraiment un enjeu de réussir à embarquer les personnes à oser tester. Merci. Et bien du coup, un petit mot de la fin. Qui veut faire un petit mot de la fin? Pierre ou Pierre? Ou Pierre? Ou Pierre. Non, mais un petit mot de la fin. Bah, j'ai été suffisamment élogieux, maintenant ça suffit. Non, non, j'ai adoré faire ça. J'ai trouvé vraiment la démarche très chouette et très formatrice et très riche d'enseignements. Après, voilà, ça reste du management, donc il y a un bout d'aléatoire, il y a un bout d'apprentissage sur le tas, il y a un bout d'erreur, il y a un bout de tout ça. Ça fait partie du truc. Mm. Mais je vous encourage, si vous avez envie ou des défis ou des choses sur lesquelles vous avez besoin d'une forme d'agrégation d'opinions euh, construite, c'est un outil qui marche vraiment bien. Yes.
Merci Pierre d'être venu pour partager ton point de vue, toi qui vivais l'expérience de l'intérieur. Puis merci d'avoir accepté justement que ce soit un petit peu aussi ces allers-retours entre organisation soutenue et puis nous en tant qu'intervenants. Voilà, j'espère que ce webinaire c'était bien pour vous, que ça vous a amené de la valeur, que ça soit pour vos pratiques de facilitation ou pour vos organisations, pour voir ce qu'on peut faire de sympa pour s'accorder, s'aligner sur des intentions communes. Merci et bonne suite de journée. Merci, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir. Merci, au revoir.